Le Seigneur des Anneaux, trilogie cinématographique de Peter Jackson, est considéré comme l'un des projets les plus ambitieux de l'histoire du cinéma, avec un budget colossal de 285 millions de dollars. Mais si cette adaptation a rencontré un énorme succès international, les obstacles ont été nombreux pour qu'elle voie le jour. Avant Peter Jackson, plusieurs avaient essayé d'adapter le roman et s'y étaient cassés les dents, y compris les Beatles. Comment Peter Jackson a-t-il réussi ce tour de force 47 ans après la sortie des livres? Quel acteur mondialement connu devait à l'origine incarner Gandalf? Et par quelle astuce toute simple, les bruiteurs ont obtenu le cri glaçant des Nazgûl? Les réponses à ces questions et de nombreuses anecdotes vous attendent dans cette vidéo. Laissez-moi vous raconter l'histoire de la trilogie Le Seigneur des Anneaux. Si vous avez vu la trilogie Le Seigneur des Anneaux, c'est avant tout parce que l'écrivain J.R.R. Tolkien avait des enfants. C'est en effet pour amuser ses enfants que Tolkien a écrit une histoire, l'histoire de Bilbo le Hobbit. Et c'est parce que ce manuscrit est tombé entre les mains d'un éditeur que celui-ci a voulu le publier. Et comme le livre a rencontré un gros succès, l'éditeur a demandé une suite à Tolkien, lequel a planché sur une suite plus longue, plus complexe, plus sombre, une histoire qu'il a intitulée Le Seigneur des Anneaux. Si l'écriture de cette histoire en 3 tomes a pris beaucoup de temps à Tolkien, la voir portée à l'écran a pris des décennies. Pourtant, plusieurs ont essayé d'en faire une adaptation cinématographique, mais à chaque fois, cela se traduisait par un échec. Même les Beatles auraient voulu s'y coller. Après avoir joué leur propre rôle dans A Hard Day's Night et Help, les Beatles étaient prêts à incarner des personnages de fiction, et ils voulaient le faire dans une adaptation du Seigneur des Anneaux. John Lennon devait incarner Gollum, Paul McCartney, Frodon, Ringo Starr, Sam, et George Harrison, Gandalf. C'est Stanley Kubrick qui a été approché pour réaliser le film, et les Beatles devaient en faire la musique. Mais Kubrick a refusé, estimant que le projet était irréalisable, et Tolkien a de toute façon décliné l'offre. Le projet est donc tombé à l'eau. Le studio United Artists achète les droits d'adaptation en 1969 pour 104 000 livres, et John Boorman est engagé pour réaliser le film. Mais le synopsis de Boorman s'éloigne de l'œuvre de Tolkien et le scepticisme du studio fait tomber le projet dans les oubliettes. Il faudra attendre 1978 pour que soit validé un projet d'adaptation en film d'animation que réalisera Ralph Bakshi. Le film ne couvre pas toute l'histoire. Une suite est prévue, mais elle ne verra jamais le jour à cause de l'échec commercial du premier volet. En 1978, le jeune Peter Jackson n'a que 17 ans quand il découvre le film d'animation de Ralph Bakshi. À l'époque, il n'est pas particulièrement fan de Tolkien, c'est plutôt un amateur de films fantastiques peuplés de créatures étranges, comme Sinbad ou Jason et les Argonautes, où elles sont animées en stop-motion par un pionnier et maître du genre, Ray Harryhausen. Mais en découvrant l'adaptation animée du Seigneur des Anneaux, Peter Jackson a envie d'en savoir plus sur l'œuvre de Tolkien. Il dévore les 3 tomes du Seigneur des Anneaux lors d'un long voyage en train de 12 heures. En 1995, Peter Jackson a 34 ans et il est devenu, entre-temps, réalisateur. Il se demande pourquoi aucun réalisateur n'a encore jamais adapté Tolkien au cinéma avec de vrais acteurs. Vu les avancées en infographie qui ont été faites 2 ans plus tôt sur Jurassic Park, il se dit que des effets spéciaux dans un film fantasy seraient désormais crédibles. Il a une idée en tête, adapter d'abord Le Hobbit en un seul film, puis, en cas de succès, réaliser Le Seigneur des Anneaux en 2 films. Avec sa compagne et collaboratrice Fran Walsh et le soutien de Harvey Weinstein, président de Miramax, il commence à négocier avec Saul Zaentz, qui est l'actuel détenteur des droits d'adaptation des livres de Tolkien. Mais si Zaentz a les droits pour Le Seigneur des Anneaux, il n'a pas ceux de Bilbo le Hobbit. Les négociations avec Saul Zaentz aboutissent et Miramax obtient les droits d'adaptation du Seigneur des Anneaux. Jackson et Walsh présentent alors aux frères Weinstein un projet en 2 films. Les producteurs donnent leur accord pour un budget de 75 millions de dollars. Il est temps d'écrire le scénario du projet. Jackson et Walsh commencent l'écriture avec l'aide de Steven Sinclair et de sa compagne Philippa Boyens, qui est une grande fan des livres de Tolkien. Mais à la lecture du scénario, Miramax se rend compte que les films sont susceptibles de coûter le double du budget initialement prévu. Bob Weinstein demande alors à Jackson de ne faire qu'un seul film de 2 heures. Pour que ce soit possible, il suggère la suppression de plusieurs passages, notamment la bataille du gouffre de Helm. Il veut aussi supprimer le personnage de Saruman, faire du Rohan et du Gondor le même pays, raccourcir considérablement les passages à Fontcombe et dans la Moria, et que les Ents empêchent les Uruk-hai d'enlever Merry et Pippin. Choqué, Jackson refuse. Harvey Weinstein lui donne alors 4 semaines pour trouver un autre studio de production qui lui rachèterait les droits. Peter Jackson fait le tour des producteurs d'Hollywood en leur présentant une vidéo de 35 minutes de son projet, mais personne ne semble intéressé.
jusqu'au moment où, à l'approche de l'échéance donnée par Weinstein, Jackson rencontre deux producteurs de New Line Cinema, Mark Kodesky et Robert Shaye. New Line Cinema est un studio qui se trouve à ce moment-là dans une posture incertaine. Il a été racheté par Turner en 1994 et, après la fusion de Turner avec Time Warner en 1996, New Line Cinema doit justifier son existence. Le studio est donc en recherche d'un projet à fort potentiel, un projet qui fera un carton, au risque sinon de disparaître. Après avoir vu la vidéo de Peter Jackson, Mark Kodesky et Robert Shaye n'ont qu'une seule question. Pourquoi faire 2 films alors qu'il y a 3 livres ? Ils proposent à Jackson de réaliser une trilogie. Peter Jackson, Fran Walsh et Philippa Boyens se remettent au travail pour écrire 3 nouveaux scripts, cette fois sans Steven Sinclair qui a dû partir sur d'autres projets. Ils décident d'adopter une approche plus chronologique que celle des livres et de faire de la quête de Frodon l'élément central du scénario. En conséquence, le découpage du scénario ne correspond pas exactement à celui des 3 livres. La caractérisation de nombreux personnages est aussi modifiée par rapport au livre pour des raisons d'ordre dramatique. Elle continuera d'évoluer pendant le tournage en raison des suggestions qu'auront les acteurs sur leurs personnages. Des acteurs dont le casting n'aura pas été simple. Peter Jackson, Fran Walsh et Philippa Boyens définissent une liste de souhaits pour le casting, mais le résultat final sera un peu différent. Comme Peter Jackson veut engager des comédiens britanniques pour incarner les Hobbits, il prévoit le rôle de Frodon pour Dominic Monaghan. Mais Elijah Wood, acteur américain, désire tellement incarner Frodon qu'il travaille dur pour modifier son accent et parler comme un Britannique. Pour convaincre le réalisateur, il lui envoie un bout d'essai en vidéo dans lequel, vêtu à la Hobbit, il incarne Frodon. Ses efforts portent leurs fruits, Peter Jackson est tellement convaincu qu'il lui donne le rôle et propose à Dominic Monaghan le rôle de Merry. James Corden, un animateur de télévision anglais, auditionne pour le rôle de Sam, mais il ne convainc pas Peter Jackson. C'est Sean Astin qui va décrocher le rôle. Pour interpréter Aragorn, le comédien irlandais Stuart Townsend est le premier choix de Peter Jackson, mais le studio n'est pas convaincu parce qu'il le considère trop jeune. Stuart Townsend répète malgré tout et s'entraîne pour le rôle en Nouvelle-Zélande pendant 2 mois. Mais au début du tournage, Jackson estime à son tour que cela ne fonctionne pas et remercie Townsend. Nicolas Cage est le prochain sur la liste, mais celui-ci refuse car le tournage en Nouvelle-Zélande l'éloignerait de sa famille pendant trop longtemps. Peter Jackson approche alors Viggo Mortensen. En cas de refus, il a aussi en tête Russell Crowe et Jason Patric, mais Viggo Mortensen accepte. A l'origine, Miramax voulait un acteur connu pour Gandalf. Le studio avait proposé Max von Sydow et Morgan Freeman. Lorsque New Line prend le relais, il suggère Christopher Plummer, qui refuse, puis Sean Connery. Malgré le salaire colossal qui lui est proposé, l'ancien James Bond refuse le rôle car il n'a jamais lu les livres de Tolkien et ne comprend rien au scénario. On propose alors le rôle à Ian McKellen et on envisage, en cas de refus, Sam Neill, Peter O'Toole ou Bernard Hill qui sera finalement pris pour le rôle de Théoden. Ian McKellen hésite parce que le calendrier de tournage entre en conflit avec celui des X-Men dans lequel il a un rôle, mais la production aménage le planning pour qu'il puisse tourner. Il incarnera donc Gandalf. Orlando Bloom auditionne pour jouer Faramir, mais Peter Jackson le voit plutôt dans le rôle de Legolas. C'est donc lui qui est choisi pour le rôle de l'elfe alors qu'il n'a pas encore terminé ses études de théâtre. Pour la petite histoire, il a signé son contrat 2 jours avant d'être diplômé de son école. La chanteuse australienne Kylie Minogue postule pour obtenir le rôle de Galadriel, mais Peter Jackson lui préfère Cate Blanchett. En cas de refus, il avait aussi en tête d'autres actrices, dont Nicole Kidman. Quand il était plus jeune, Christopher Lee a rencontré Tolkien dans un pub. Étant grand fan de ses livres, il postule pour le rôle de Gandalf dès qu'il entend parler de l'adaptation de Peter Jackson. Mais comme le rôle s'annonce trop physique pour une personne de son âge, il y renonce pour endosser le costume de Saruman. Une satisfaction pour Peter Jackson qui ne voyait que lui pour interpréter ce personnage. Pour le rôle de Denethor, Patrick McGoohan, connu pour son rôle dans la série Le Prisonnier, est le premier choix de Peter Jackson. Mais Peter Jackson le trouve trop grincheux au moment de la rencontre. Il envisage alors Donald Sutherland et John Rhys Davies avant de finalement choisir John Noble. Davies, connu pour son rôle de Salah dans Indiana Jones, trouvera sa place dans le film en incarnant le nain Gimli. Pour le rôle de Boromir, c'est Liam Neeson, connu pour La liste de Schindler, qui est approché, mais il décline l'offre.
Jackson choisit alors Sean Bean. Le tournage est un vrai challenge. Il s'agit de filmer les 3 épisodes sans interruption, en sachant qu'ils sortiront en salle avec 1 an d'intervalle. Cette performance n'a encore jamais été réalisée. Pas tout à fait du moins. Avant Peter Jackson, Robert Zemeckis avait tourné d'une traite les 2 derniers épisodes de sa trilogie Retour vers le futur. Le tournage des 3 films dure 15 mois, entre octobre 1999 et décembre 2000. On tourne simultanément en studio et sur différents sites naturels de Nouvelle-Zélande, dont certains en montagne ne sont accessibles qu'en hélicoptère. Sean Bean, qui incarne Boromir, préfère prendre des remontées mécaniques et marcher pendant plusieurs kilomètres avec son armure et son maquillage, plutôt que de prendre l'hélicoptère dont il a une peur bleue. Jusqu'à 7 équipes différentes travaillent simultanément sur plusieurs lieux de tournage. Peter Jackson supervise leur travail par satellite, en plus de l'équipe de tournage principale qu'il dirige. Avec les réécritures constantes du scénario, il dort en moyenne 4 heures par nuit. Il raconte « J'ai consacré 7 ans de ma vie à écrire, réaliser et produire la trilogie du Seigneur des Anneaux. Ce fut une odyssée épuisante, finalement assez proche de celle de nos personnages, Frodon et Sam, avec peu de sommeil, une vie qui n'a plus rien de normal et de nombreux moments où l'on se demande si on arrivera un jour au bout. Le tournage est tout aussi éprouvant pour les comédiens. Certaines journées de travail peuvent durer plus de 16 heures, et pour les hobbits, la simple pose des prothèses en latex à leurs pieds dure plus d'1 heure. Sean Astin, qui incarne Sam, finira le tournage amaigri d'une 12aine de kilos et au bord de l'épuisement. Certains acteurs doivent en plus apprendre pour leur rôle un langage qui n'existe pas. Le langage elfique inventé par Tolkien, qui n'existait auparavant que dans une version écrite, doit prendre vie à l'écran dans la bouche des acteurs. Pour ce faire, Andrew Jack, un coach de dialecte et de langue inventé, leur enseigne la phonétique afin qu'ils puissent donner vie à cette langue si particulière. Un grand nombre de cascades sont nécessaires sur les films de la trilogie et certaines sont exécutées par les acteurs eux-mêmes, ce qui aboutit à des blessures. Orlando Bloom tombe d'un cheval. Andy Serkis se blesse également au dos en faisant de la motion capture pour donner les mouvements à Gollum. Sean Astin se coupe le pied en marchant sur un tesson de verre au fond de l'eau quand il doit rejoindre Frodon depuis la rive. Qu'à cela ne tienne, il est de retour dans les 24 heures, prêt à tourner de nouvelles scènes. Viggo Mortensen, quant à lui, se casse 2 orteils en donnant un coup de pied dans le casque d'un orc. Si le hurlement qu'il pousse sonne tellement vrai dans cette scène où il doit exprimer la colère, c'est parce que c'est en fait un hurlement de douleur. Mortensen se casse également une dent lors d'une scène de combat, mais il demande qu'on la lui recolle aussitôt pour reprendre le tournage. Pour donner l'illusion d'une différence de taille entre les hobbits et les personnages plus grands, l'équipe utilise la perspective forcée. On place les personnages censés être grands près de l'objectif de la caméra et les plus petits plus loin. Des décors sont aussi construits à différentes échelles et on utilise en doublure des personnes de petite taille ou à l'inverse de très grande taille. À la surprise de l'équipe, le simple fait de s'agenouiller suffit parfois à donner l'effet désiré. Bob Anderson, le chorégraphe des scènes de combat à l'épée qui a notamment travaillé sur Star Wars et Pirates des Caraïbes, trouve que Viggo Mortensen est le meilleur élève qu'il ait jamais formé, au point de confier à l'acteur une vraie épée en acier, contrairement à une version en aluminium ou en caoutchouc que l'on donne habituellement aux autres acteurs. Afin d'éviter une classification trop sévère qui aurait été défavorable à la trilogie, Peter Jackson opte pour une solution aussi futée qu'efficace. Les créatures maléfiques ne saigneront pas d'un sang rouge, mais d'un sang noir. La post-production, qui comprend notamment les effets spéciaux, la composition de la musique, l'enregistrement des voix et le tournage de scènes complémentaires, dure près d'1 an pour chaque film. C'est la raison pour laquelle leur sortie est prévue à 1 année d'intervalle. La première version du premier épisode, La Communauté de l'Anneau, dure plus de 5 heures. Peter Jackson doit réaliser de très nombreuses coupes pour redescendre à 3 heures. Le tournage des scènes de combat nécessite le développement d'un nouveau logiciel par Weta Digital, la société d'effets spéciaux de Peter Jackson. Ce logiciel, appelé Massive, permet de donner un comportement réaliste à chacun des 100 000 personnages de synthèse qui apparaissent dans des scènes de foule ou de bataille. Le personnage de Gollum est entièrement réalisé en images de synthèse d'après les captures de mouvement de l'acteur Andy Serkis. Cette technique est appelée motion capture, parfois abrégée en mocap. Avant Gollum dans Le Seigneur des Anneaux, c'est le personnage de Jar Jar Binks dans l'épisode 1 de Star Wars qui avait été animé par ce procédé. Plus tard, d'autres réalisateurs l'utiliseront, comme par exemple Spielberg pour Tintin et le secret de la licorne, ou James Cameron pour Avatar.
La musique est composée par Howard Shore et principalement interprétée par l'Orchestre Philharmonique de Londres. Howard Shore a inclus de nombreux thèmes pour représenter les différents personnages, les cultures et les lieux. Personnellement, j'ai un faible pour le thème de l'anneau, qui est diablement efficace. Une mélodie très simple qui évoque quelque chose de tragique et de mystérieux à la fois, et qui insinue que quelque chose de terrible va se passer. Plusieurs artistes ont aussi contribué à la musique, comme Annie Lennox qui interprète la chanson de la fin du 3e film, Into the West. Fran Walsh et Philippa Boyens, qui ont travaillé sur le scénario avec Peter Jackson, ont aussi écrit les paroles de différentes chansons qui ont été ensuite traduites dans les langues créées par Tolkien. Howard Shore obtiendra l'Oscar de la meilleure musique de film pour 2 des 3 épisodes de la trilogie, La Communauté de l'Anneau et Le Retour du Roi. Dans l'œuvre originale, une seule porte est mentionnée quand on parle de la porte noire du Mordor. Pourtant, il y a 2 portes dans le film. La raison pour ce changement est due à une simple faute de frappe. Les plans pour le chef du décor mentionnaient « gates » au pluriel et non « gate » au singulier. Quand on s'en est aperçu, il était trop tard pour recommencer et la double porte a été conservée. Pour jouer un Gollum désespéré, Andy Serkis s'est inspiré des héroïnomanes en manque. À juste titre sans doute puisque l'anneau crée une addiction très forte pour qui le possède. Si le jeu d'acteur d'Andy Serkis pour Gollum a profondément marqué les spectateurs, c'est sans doute en partie pour ce choix d'interprétation. Mais la voix qu'il prête au personnage y est aussi pour quelque chose. L'idée de cette voix lui est venue quand il a vu son chat tousser et cracher une boule de poils. Il l'a imité en toussant le mot Gollum à répétition, et cette voix si particulière est née. John Rhys Davies a connu de réelles difficultés lorsqu'il incarnait Gimli. Contraint de porter des prothèses faciales pour se glisser dans la peau du nain, l'acteur a découvert qu'il était allergique à ces matériaux qui provoquaient de l'eczéma et entraînaient un gonflement de ses yeux. Pendant le tournage de La Communauté de l'Anneau, Peter Jackson avait trouvé un surnom pour les 4 acteurs qui incarnaient les Hobbits. Grand fan des Beatles, il aura en effet donné à chacun le nom de l'un des membres du groupe. Alors pour l'anniversaire du réalisateur, les 4 acteurs ont trouvé amusant de lui offrir une photo d'eux déguisés en Beatles. Les bruiteurs ne parvenaient pas à trouver un son assez effrayant pour le cri inhumain des Cavaliers Noirs. Comme Fran Walsh, la compagne et collaboratrice de Peter Jackson, avait à ce moment-là une angine, sa voix était devenue rauque. Jackson a conseillé aux bruiteurs de faire un test en la faisant crier. Le résultat est extrêmement concluant. La sortie de la trilogie Le Seigneur des Anneaux se déroule sur 3 années consécutives, chaque volet étant diffusé durant les fêtes de Noël dans les salles de cinéma du monde entier. Le pari de New Line Cinema et de Peter Jackson est gagné. La trilogie génère près de 3 milliards de dollars de recettes pour un budget initial de 285 millions de dollars. Elle remporte 17 Oscars sur 30 nominations. L'épisode Le Retour du Roi remporte les 11 Oscars auxquels il était nommé, égalant Ben-Hur et Titanic pour le record du plus grand nombre d'Oscars reçus pour un film. Quelques années plus tard, fort du succès de sa trilogie, Peter Jackson s'associe au studio Metro-Goldwyn-Mayer, en plus de New Line Cinema, pour adapter Le Hobbit au cinéma, également dans une trilogie, entre 2012 et 2014. Si vous avez aimé ce documentaire, merci de liker pour aider la chaîne à grandir.